L'officier de police tomba sur 3 enfants abandonnés sous le pont-Neuf à l'aube, et lorsqu'il baigna leur visage de son faisceau lumineux, l'un d'eux lui tendit une photo. Il se figea en voyant que c'était le portrait de sa mère. Le hurlement d'une ambulance déchira le silence matinal, son écho rebondissant entre les gratte-ciel assoupis. Jacques Dubois desserra le nœud de son uniforme, les yeux brûlants, après une garde de 12 heures. L'horloge numérique sur le tableau de bord de sa voiture de patrouille clignotait 5h43, chaque minute s'étirant comme si elle résistait à l'arrivée du jour. Des flocons de givre s'accrochaient aux pare-brises des voitures garées, témoins silencieux d'une autre nuit glaciale d'octobre. Jacques alluma le chauffage, observant son souffle former un nuage pâle dans l'air. La radio crépitait de temps à autre, un ivrogne causant des problèmes au bar du coin, une alarme déclenchée dans un magasin du centre-ville, le genre d'appel de routine qui marquait la fin de sa garde. La voiture de patrouille glissait sur l'avenue des Champs-Élysées, ses phares fendant l'obscurité comme des lames acérées. 23 ans à patrouiller dans ces mêmes rues avaient appris à Jacques à lire la ville comme un livre ouvert. Chaque ruelle, chaque coin de rue avait sa propre histoire. Le sans-abri dormant près de la boulangerie locale lui fit un signe discret, un rituel matinal qui se répétait depuis des années. Un vent froid souffla alors qu'il tournait dans la rue du Faubourg Saint-Antoine, faisant bruisser les feuilles sèches dans une danse macabre. Sous le vieux pont ferroviaire, les voies aériennes étaient silencieuses depuis des décennies, depuis que la gare principale avait été désaffectée. Le projecteur du véhicule de patrouille capta un mouvement dans l'ombre, si subtil que n'importe qui d'autre l'aurait manqué. Jacques freina brusquement, ses doigts tambourinaient nerveusement sur le volant usé, une habitude qu'il avait prise au fil des ans. L'étui sur sa hanche lui parut plus lourd alors qu'il sortait de la voiture, la main droite reposant instinctivement sur son arme. L'expérience lui avait appris que les ombres sous ce pont cachaient souvent plus que la simple obscurité. Un sanglot brisa le silence. Jacques se figea, les sens en alerte. Un autre sanglot, plus faible cette fois, suivi d'un murmure étouffé. Sa main quitta son arme pour saisir sa lampe de poche. Le faisceau balaya l'obscurité, révélant d'abord un petit sac à dos rose délavé, puis un ours en peluche gisant dans la poussière, et enfin 3 paires d'yeux le fixèrent depuis les ombres. « Chut, Zoé !» La voix était douce, presque un chuchotement, venant d'une petite fille qui se tenait en avant des 3 silhouettes blotties les unes contre les autres. Ses bras maigres formaient une barrière protectrice autour des 2 autres, ses jointures blanches sous l'effet de sa prise serrée. « Ça va aller. » Jacques éteignit sa lampe de poche, ne laissant que la faible lueur des lampadaires pour illuminer la scène. Ses genoux craquèrent alors qu'il s'accroupissait, gardant une distance de sécurité. « Bonjour » murmura-t-il, sa voix affinée par des années à traiter avec des victimes effrayées. « Je suis l'officier Jacques. Vous êtes blessé ?» La plus âgée, pas plus de 5 ans, étudia son visage avec une intensité déconcertante. Ses yeux verts portaient une sagesse douloureuse qu'aucun enfant ne devrait avoir. Ses cheveux bruns tombaient en vagues emmêlées sur un manteau bleu marine qui avait connu des jours meilleurs. « Nous avons faim », répondit-elle finalement, sa voix plus assurée. Le garçon à côté d'elle, les cheveux noirs couvrant à moitié son visage, se serra plus fort contre son bras. La plus petite des 3, une fillette aux boucles dorées qui semblait sortie d'un conte de fées, observait tout avec de grands yeux. Jacques plongea la main dans la poche de son uniforme avec des mouvements délibérément lents. Le paquet de biscuits, son en-cas d'urgence, provoqua un changement instantané dans l'atmosphère. Les yeux des enfants s'illuminèrent, leur posture changeant subtilement dans sa direction. « Au chocolat ?» demanda le garçon, sa voix si basse que Jacques dut se pencher pour l'entendre. Un faible sourire apparut sur le visage de Jacques alors qu'il offrait le paquet. « Il y en a assez pour tout le monde », assura-t-il, regardant la plus âgée distribuer les biscuits avec la prudence de quelqu'un qui rationne un trésor précieux. « Comment vous appelez-vous »« Émilie » répondit l'aînée entre 2 bouchées, des miettes tombant sur son manteau. « C'est Liam » dit-elle en désignant le garçon qui en était déjà à son 2e biscuit. « Et ça, c'est Zoé. » La plus petite des 3, Zoé, n'avait pas touché son biscuit. Ses yeux,
de la même nuance de bleu que le ciel de l'aube, était fixé sur Jacques, avec une curiosité qui semblait dépasser ses 3 ans. Ses petites mains tripotèrent quelque chose dans la poche de son manteau rouge délavé. Le temps sembla ralentir quand elle sortit enfin un morceau de papier plié. Jacques regarda, intrigué, tandis qu'elle s'approchait avec des pas hésitants, tendant le papier vers lui comme un cadeau. Ses doigts tremblèrent contre le papier jauni. La photo, aux bords usés par la manipulation, révélait un visage qu'il n'avait pas vu depuis 20 ans. Le doux sourire qui avait apaisé ses nuits d'enfant, les yeux bienveillants qui contenaient des histoires jamais racontées, le collier de perles que sa mère avait juré appartenir autrefois à son arrière-grand-mère. Suzanne, le nom s'échappa de ses lèvres comme une prière ancienne, longtemps oubliée. La dernière image qu'il avait de sa mère était celle d'un matin très semblable à celui-ci. Le café infusant dans la cuisine, des tartines sur la table, un baiser rapide avant qu'elle ne parte acheter plus de pain. 20 ans avaient repassé et le pain n'était jamais arrivé. Un mouvement attira son attention. Émilie s'était approchée, la lumière naissante étant maintenant assez forte pour révéler clairement ses traits. La forme délicate de son menton, l'arc doux de ses sourcils, même la façon dont elle inclinait légèrement la tête, tous des traits qu'il connaissait intimement, des traits qu'il voyait dans le miroir tous les jours, les traits de sa mère. « Grand-mère a dit que tu nous trouverais ici, » murmura Émilie, sa petite main se glissant dans la sienne, avec une familiarité qui fit bondir son cœur. Elle a promis que ce serait aujourd'hui. Le soleil levant peignait le ciel de teintes roses et dorées, ses rayons atteignant enfin le dessous du pont. Jacques regarda une fois de plus la photo dans ses mains, puis les 3 visages devant lui. La radio de sa voiture de patrouille crépita au loin, un appel quelconque nécessitant son attention, une urgence exigeant sa présence. Pour la première fois en 23 ans de service, Jacques ne répondit pas à l'appel. Ses yeux étaient fixés sur les 3 enfants que le destin avait placés sur son chemin et sur les innombrables questions que leurs visages trop familiers soulevaient. Le mystère qui avait consumé la moitié de sa vie venait de gagner 3 nouveaux chapitres, et quelque chose lui disait que l'histoire ne faisait que commencer. La photo tremblait dans les mains de Jacques alors qu'il observait les 3 enfants endormis sur le canapé du commissariat. Même dans son sommeil, Émilie gardait un bras protecteur autour de ses jeunes frères et sœurs. Le café sur son bureau avait refroidi, oublié, tandis que les souvenirs le ramenaient 2 décennies en arrière. 1989, 237 rue du Faubourg Saint-Antoine. L'arôme des crêpes emplissait la petite cuisine jaune. Jacques, 12 ans, était assis à la table usée, regardant sa mère danser sur un air d'Elvis provenant d'une vieille radio. Suzanne tournait dans la cuisine, sa jupe évasée ondulant avec ses mouvements, le collier de perles brillant sous la lumière du matin. « Encore une, maman » supplia Jacques, des miettes de crêpes autour de son assiette. Suzanne sourit, ce sourire qui illuminait ses yeux bleus et formait de petites rides au coin. La dernière, prévint-elle, mais elle finissait toujours par en faire 2 de plus. Son salaire de serveuse couvrait à peine les factures, mais d'une manière ou d'une autre, il y avait toujours des crêpes le dimanche. Le souvenir se dissolvait comme du sucre dans de l'eau chaude. Jacques cligna des yeux, revenant au présent. Ses doigts traçaient inconsciemment la cicatrice sur son menton, un rappel permanent de ce dernier matin. 2004, le jour où tout a changé. « Tu ne peux pas continuer à me traiter comme un gamin », la voix de Jacques, alors âgé de 25 ans, réverbérait à travers les murs fins de l'appartement. « Je suis flic maintenant, plus ton petit garçon. » Suzanne se tenait près de la cuisinière, ses mains crispées sur son tablier. Le collier de perles tremblait doucement avec sa respiration mesurée. « Je veux juste que tu sois prudent, Jacques. Cette enquête, tu as affaire à des gens dangereux. C'est mon travail. Je ne peux pas simplement ignorer la corruption dans le département parce que tu as peur. » Les mots suivants fusèrent comme des flèches empoisonnées. Jacques se souvenait à peine de ce qu'il avait dit, seulement du regard dévasté sur le visage de sa mère et des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues. Il était parti en claquant la porte, le menton en sang, après avoir donné un coup de pied dans la table basse, dans un accès de rage. Quand il revint 3 jours plus tard,
L'appartement était vide. Le collier de perles que sa mère n'enlevait jamais gisait abandonné sur un simple mot. « Je t'aime trop pour te regarder te détruire ». Jacques passa les 20 années suivantes à la chercher. Chaque piste, chaque adresse possible menait à une autre impasse. L'enquête qui avait déclenché leur dispute fut classée faute de preuves. Il fut muté dans un autre commissariat où il se forgea lentement une réputation d'officier exemplaire, comme si chaque acte de gentillesse pouvait d'une manière ou d'une autre expier les derniers mots qu'il avait dits à sa mère. Le léger gémissement de Zoé le ramena au présent. La petite s'agita dans son sommeil, son visage tordu par l'angoisse. Jacques s'approcha instinctivement, ajustant la couverture autour d'elle. Ses boucles dorées lui rappelaient tellement Suzanne que cela lui faisait mal. « Monsieur », la voix de l'assistante sociale le surprit depuis le seuil. « Nous devons discuter du placement des enfants dans un foyer temporaire. » Non, le mot sortit plus fermement qu'il ne l'avait prévu. Jacques se leva, des années d'instinct d'enquêteur prenant le dessus. « Ces enfants sont ma responsabilité. » L'assistante sociale fronça les sourcils. « Officier Dubois, je comprends que vous vous sentiez lié à cette affaire, mais il y a des procédures. »« Ils me connaissent, » coupa Jacques, son esprit s'emballant. « Émilie a dit que ma mère avait promis que je les trouverais. Cela ne peut pas être une coïncidence. » Il sortit son insigne, le faisant tourner entre ses doigts, une habitude nerveuse développée au fil des ans. « Je dois découvrir comment ils sont arrivés ici, qui les a amenés, et surtout, où est ma mère ?» La lumière du soleil de l'après-midi filtrait à travers les stores, peignant des rayures dorées sur le sol du poste de police. Jacques regardait les enfants dormir, si vulnérables, si certains qu'il les protégerait. Quelque part, sa mère avait orchestré cette rencontre. Après 20 ans de silence, elle envoyait un message, et ses 3 enfants en étaient la clé. Émilie s'agita dans son sommeil, sa petite main cherchant inconsciemment celle de Liam. Jacques reconnut le geste. C'était exactement comme Suzanne lui tenait la main pendant les orages, quand le tonnerre semblait trop fort et le monde trop grand. « J'aurais besoin d'un congé, » dit-il enfin, observant toujours les enfants, et d'un accès à tous les dossiers de personnes disparues des 20 dernières années. L'assistante sociale hésita, mais il y avait quelque chose dans la détermination de Jacques qui la fit acquiescer. « Je préparerai les documents nécessaires, mais vous devrez subir une évaluation pour la garde temporaire. » Jacques hocha simplement la tête, son esprit traçant déjà les premières étapes de l'enquête. 20 ans de questions sans réponse, de nuits blanches à rejouer cette dernière dispute, de culpabilité le rongeant comme de l'acide. Maintenant, enfin, il avait quelque chose de tangible. 3 petits anges qui, d'une manière ou d'une autre, connaissaient sa mère. Le café, longtemps oublié, était glacial quand Jacques se rassit enfin à son bureau. Ses doigts tracèrent la vieille photo, soulignant le visage de sa mère. « Où as-tu été pendant tout ce temps, maman ?» murmura-t-il pour lui-même. « Et pourquoi maintenant ?» Il savait que les réponses se trouvaient d'une manière ou d'une autre dans ses 3 enfants dormant sur son canapé. Et il ne se reposerait pas avant d'avoir découvert la vérité, peu importe le temps que cela prendrait. Peu importe où cela le mènerait. Cette fois, il ne laisserait pas sa mère disparaître à nouveau. Les couloirs du commissariat du 5e arrondissement bourdonnaient de l'activité typique d'un lundi matin. Jacques guidait les 3 enfants à travers le labyrinthe de bureaux et de personnes, une main protectrice sur l'épaule d'Émilie, tandis que Liam et Zoé s'accrochaient à ses jambes, comme de petites ombres. Dubois, le sergent Dubois sortit de son bureau, ses sourcils gris se haussant à la vue du groupe inhabituel. « Je pensais que votre service se terminait il y a des heures. »« On a besoin de votre aide, sergent. » Jacques fit un signe de tête subtil aux enfants. « C'est compliqué. » Dubois soupira, son regard s'adoucissant en voyant leur visage fatigué. « Salle de repos maintenant ?» La salle de repos du commissariat, avec ses canapés usés et sa machine à café capricieuse, devint une garderie improvisée. Émilie arrangeait méticuleusement les biscuits qu'un autre officier avait apportés, s'assurant que chaque frère et sœur ait une part égale. Jacques observait, impressionné par sa maturité. Alors, Dubois se pencha sur sa tasse de café. « Qu'est-ce qu'on a là ?» Jacques ouvrit la bouche pour répondre, mais on frappa à la porte, l'interrompant.
Une femme d'environ 35 ans entra, un dossier à la main et une expression déterminée encadrée par des lunettes à monture rouge. « Sophie Lemaire, services sociaux », se présenta-t-elle, évaluant rapidement les enfants. « J'ai reçu un appel concernant des mineurs trouvés sous le Pont-Neuf. Docteur Lemaire, reconnu Dubois. Voici l'inspecteur Dubois. »« J'ai trouvé les enfants pendant ma patrouille, » interrompit Jacques, un instinct le poussant à taire son lien personnel avec sa mère. « Nous devons les identifier, localiser d'éventuels parents. » Sophie s'était déjà accroupie près des enfants, son ton professionnel remplacé par une chaleur naturelle. « Bonjour, ces biscuits ont l'air délicieux. Je peux en goûter un ?» À la surprise de tous, Zoé fut la première à offrir son biscuit. Sophie sourit, le cassa en deux et lui rendit une partie. « Merci, ma chérie. Comment t'appelles-tu » ? « Zoé, » répondit la petite, sa voix plus forte que Jacques ne l'avait entendue auparavant. « Et ça, c'est Émilie, et ça, c'est Liam. De beaux noms. » Sophie sortit un calepin. « Pourriez-vous me dire aussi vos noms de famille ?» Les enfants échangèrent un regard. Émilie, assumant son rôle habituel de porte-parole, répondit « Grand-mère Suzanne a dit qu'on ne devait pas le dire. » Le crayon de Sophie se figea en plein vol. Jacques sentit son cœur s'accélérer. « Grand-mère Suzanne ?» demanda-t-il en gardant sa voix neutre. « Elle s'occupait de vous ?» Émilie hocha la tête, ses doigts tripotant le bord de son manteau. « Elle nous faisait des crêpes tous les dimanches, avec du sirop au chocolat. » Jacques et Dubois échangèrent un regard. Les crêpes du dimanche, encore une coïncidence impossible à ignorer. « Je vais vérifier les registres, » annonça Sophie, ses doigts se déplaçant déjà sur une tablette. « Avec les prénoms et les âges approximatifs, on pourrait trouver quelque chose dans le système. » 1 heure plus tard, la frustration était palpable dans la pièce. Sophie fronça les sourcils devant l'écran, ses lunettes reflétant des pages de résultats de recherche négatifs. « C'est impossible, » murmura-t-elle plus pour elle-même que pour les autres. Aucun acte de naissance des 6 dernières années ne correspond à ces enfants. Aucun rapport de personnes disparues avec ces descriptions. C'est comme s'ils n'existaient pas. Peut-être dans une autre région, suggéra Dubois, mais Sophie secouait déjà la tête. J'ai vérifié la base de données nationale. Rien. Elle regarda les enfants, qui jouaient de maintenant tranquillement avec des jouets empruntés à la garderie du commissariat. Ça n'a aucun sens. Chaque enfant né sur le sol français a une sorte de dossier. Jacques observait Zoé dessiner avec des crayons de couleur, ses boucles dorées identiques à celles de sa mère. Le mystère s'épaississait de minute en minute. « Je vais aider », déclara soudain Sophie en fermant son dossier avec détermination. Quelque chose ne va pas ici, et ces enfants ont besoin de soutien. Je peux accélérer les formalités pour une garde temporaire, pendant que nous creusons plus profondément. « Une garde temporaire ?» questionna Dubois. « Pour l'inspecteur Dubois, » répondit Sophie, comme si c'était évident. Les enfants lui font clairement confiance, et les garder ensemble devrait être notre priorité. Jacques ouvrit la bouche pour protester, non pas contre la garde, mais contre la facilité avec laquelle Sophie le suggérait, quand Liam s'approcha, tenant un dessin. « C'est la maison de grand-mère », expliqua-t-il timidement, montrant une esquisse colorée d'une maison jaune avec un jardin rempli de fleurs. Jacques sentit l'air lui manquer. La maison était une réplique presque exacte de l'ancienne maison de sa mère sur la rue du Faubourg Saint-Antoine. « Liam » demanda doucement Jacques. « Où est cette maison ?» Le garçon haussa les épaules. « Je ne sais pas. Grand-mère Suzanne a dit qu'on ne pouvait plus y retourner. Elle a beaucoup pleuré quand on est parti. » Émilie s'approcha, plaçant un bras protecteur sur son frère. C'était la nuit où elle nous a amenés au pont. La fille hésita, se mordant la lèvre. Elle a dit que l'oncle Jacques nous trouverait et qu'il comprendrait quand il verrait la photo. Sophie observait l'échange avec un intérêt professionnel, prenant des notes rapides. « Inspecteur » appela-t-elle doucement. « Nous devrions parler en privé. » Dubois hocha la tête, se levant déjà. « Je vais demander à l'agent du pont de rester avec les enfants un moment. » Dehors, dans le couloir, Sophie ajusta ses lunettes, son regard intense fixé sur Jacques. « Il y a quelque chose que vous ne me dites pas, inspecteur. »
Ces enfants connaissent votre nom, ils dessinent une maison qui semble significative pour vous, et ils mentionnent une grand-mère Suzanne qui a apparemment organisé toute cette rencontre. » Jacques hésita, sa main touchant inconsciemment la poche où il gardait la photo. 20 ans de recherche, et maintenant ça. Pouvait-il faire confiance à Sophie? Ses instincts lui disaient que oui, mais il l'avertissait aussi que quelque chose de plus grand était en jeu. « Docteur Lemaire, commença-t-il, choisissant ses mots avec soin. « Combien de temps avez-vous » Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres dans le couloir du commissariat. Quelque part, un téléphone sonnait sans cesse, et dans la salle de repos, 3 enfants mystérieux jouaient, ignorant que leur simple existence était sur le point de déterrer des secrets enfouis depuis 2 décennies. L'appartement de Jacques n'avait jamais été aussi vivant. Des dessins colorés couvraient maintenant le réfrigérateur autrefois vide, des jouets étaient éparpillés dans le couloir et des rires d'enfants résonnaient contre des murs qui n'avaient connu que le silence pendant si longtemps. « Oh !» cria Liam alors que Jacques le faisait voler dans les airs, ses yeux brillant d'une joie contagieuse. Sur le canapé, Sophie triait un tas de vêtements nouvellement achetés, tandis qu'Émilie aidait avec un sérieux presque comique pour une fillette de 5 ans. « Attention au ventilateur !» prévint Sophie, les yeux vifs derrière sa monture rouge. Cela faisait une semaine que les enfants étaient arrivés, et elle avait pratiquement emménagé dans l'appartement de Jacques, dormant dans la chambre d'amis, pour l'aider à s'installer. Zoé observait tout depuis son endroit préféré, un petit fauteuil près de la fenêtre, son ours en peluche fermement serré. Elle était la plus silencieuse des enfants, mais ses yeux vigilants ne manquaient rien. L'heure du bain, annonça Sophie, et une bousculade générale s'ensuivit. Jacques attrapa Liam en pleine fuite, le chatouillant au ventre. « Les dames d'abord » rappela-t-il alors que Sophie conduisait Émilie et Zoé à la salle de bain. Le bruit de l'eau qui coule et les éclats de rire remplirent de bientôt l'appartement. Jacques s'affaissa sur le canapé, Liam toujours dans ses bras. Le garçon tripotait distraitement l'insigne autour du cou de Jacques, une suggestion de Sophie pour l'aider à s'adapter. Oncle Jacques, la voix de Liam était à peine un murmure. « Tu aimes les crêpes, toi aussi ?» La question innocente frappa Jacques comme un coup de poing. Les souvenirs de dimanches lointains inondèrent en son esprit. Sa mère dansant dans la cuisine, l'odeur de la pâte fraîche dans l'air. 2004, ce dernier matin. Tu ne comprends pas. La voix de Jacques résonnait dans la petite cuisine. Cette enquête pourrait tout changer. Suzanne se tenait près de la cuisinière, la dernière crêpe oubliée sur la plaque commençant à brûler. L'odeur sucrée se transformait en fumée, tout comme leurs derniers moments ensemble. « Je comprends plus que tu ne le penses, mon fils. » Sa voix tremblait, mais ses yeux avaient cette détermination dont il avait hérité. Certaines vérités ont un prix trop élevé. La vérité vaut toujours le coup. Il frappa sur la table, renversant une tasse de café. « C'est toi qui me l'as appris. »« Je t'ai aussi appris la protection, » répondit-elle doucement, ses doigts touchant son collier de perles. Parfois, on protège les gens qu'on aime en gardant des secrets. Le bruit de quelque chose qui se brise dans la cuisine ramena Jacques au présent. Sophie s'était précipitée dans cette direction, mais il l'arrêta d'un geste. « Je suis désolé, oncle Jacques. » La voix inquiète d'Émilie l'appela. Il la trouva debout, au milieu des éclats d'un verre brisé, ses pieds nus entourés d'eau. « Ne bouge pas !» ordonna-t-il, la soulevant délicatement dans ses bras. Son cœur se serra quand il vit comment elle grimaçait, s'attendant à une réprimande. « Ce n'est rien, ma chérie. Les accidents, ça arrive. » Émilie se détendit contre lui, ses petites mains trouvant leur chemin autour de son cou dans un câlin spontané. Grand-mère Suzanne disait toujours ça aussi. Jacques se figea un instant, mais garda sa voix calme. Vraiment ? Qu'est-ce qu'elle disait d'autre ? Émilie se recula légèrement, étudiant son visage, avec ce regard intense qui le déstabilisait parfois. Elle pleurait parfois en regardant de vieilles photos. Elle disait que son fils lui manquait. Jacques sentit une boule lui monter à la gorge. Sophie, agenouillée pour ramasser les éclats, fit semblant de ne pas remarquer la larme qu'il essuya d'un clignement de paupières. « Tu veux faire un dessin ?» suggéra-t-il, posant Émilie sur le comptoir de la cuisine,
tout en attrapant le matériel que Sophie avait insisté pour acheter. La fillette hocha la tête avec enthousiasme. Bientôt, ses petits doigts dansèrent sur le papier, créant des formes avec une précision surprenante pour son âge. Jacques préparait le dîner, jetant un œil de temps en temps à son travail. « Fini !» annonça Émilie après quelques minutes. « C'est la maison de grand-mère Suzanne. » Jacques s'approcha et son souffle se coupa. Là, soigneusement dessinée, se trouvait la petite maison jaune de la rue du Faubourg Saint-Antoine. Les fenêtres aux volets blancs, le banc en bois sur le porche, même les rosiers que sa mère entretenait avec tant de dévotion, tout était parfaitement rendu par la mémoire d'un enfant. « Émilie » appela-t-il doucement, gardant sa voix stable. « Tu te souviens de l'adresse » Elle fronça les sourcils en se concentrant. Il y avait beaucoup de grands arbres dans la rue. Ses doigts traçaient les lignes du dessin. Grand-mère Suzanne a dit que c'était un secret, mais qu'un jour on pourrait y retourner. Sophie apparut, sa présence un point d'ancrage silencieux. Au cours des derniers jours, elle s'était avérée non seulement une alliée professionnelle, mais une amie indispensable. De nombreuses nuits avaient été passées en conversation feutrée après que les enfants se soient endormis, reconstituant ce puzzle grandissant. « Des arbres » murmura Jacques, presque pour lui-même. « Des chênes » Cette rue en était pleine. Un léger bruit de petits pas annonça l'arrivée de Zoé, les cheveux encore humides du bain. Elle grimpa sur le tabouret à côté de sa sœur, lorgnant le dessin avec curiosité. « Le jardin secret » s'exclama-t-elle, les yeux brillants. C'est là que grand-mère Suzanne gardait ses lettres. Jacques et Sophie échangèrent un regard. « Des lettres » demanda doucement Sophie, mais Zoé avait déjà perdu tout intérêt, se concentrant sur son propre croquis. Émilie, cependant, hocha la tête avec empressement. « Sous les rosiers » expliqua-t-elle, en montrant les fleurs sur le dessin. Grand-mère Suzanne mettait toujours des lettres là quand elle pensait que personne ne regardait. L'esprit de Jacques s'emballa. Les rosiers primés de sa mère, ceux que personne n'était autorisé à toucher. Combien de secrets pouvaient être enterrés dans ce sol ? « Je pense qu'il est temps que nous rendions une visite, » murmura Sophie, lisant ses pensées. « Est-ce que cette maison existe toujours ?» Jacques hocha lentement la tête. « Je suis passé devant des centaines de fois au fil des ans, en espérant qu'elle reviendrait. » La minuterie du four sonna, signalant que le dîner était prêt. Liam arriva en courant du salon, les cheveux adorablement en désordre, après une courte sieste sur le canapé. La scène domestique, si normale, si inopinément précieuse, serra le cœur de Jacques. Alors qu'il servait le dîner, ses yeux ne cessaient de dériver vers le dessin d'Émilie. Parmi les lignes enfantines et les couleurs vives se trouvait un autre indice dans le puzzle que sa mère lui avait laissé. Demain, décida-t-il, il était temps de revisiter le passé. Le soleil s'était à peine levé quand Jacques se gara dans la rue du Faubourg Saint-Antoine. Les chênes centenaires projetaient des ombres dansantes sur le trottoir, leurs branches chuchotant des secrets qu'il avait tenté de décoder pendant 2 décennies. Sophie dormait sur le siège passager, sa tablette encore ouverte sur les recherches de la nuit dernière. « On est arrivé », murmura-t-il doucement en lui touchant l'épaule. Sophie ajusta ses lunettes, chassant le sommeil d'un clignement de paupières. Les enfants étaient restés avec l'agent Dupont, l'une des rares personnes en qui Jacques avait entièrement confiance. La maison jaune restait presque telle qu'il s'en souvenait, sauf que la peinture s'écaillait et que le jardin était négligé. Les rosiers, autrefois si bien entretenus, n'étaient plus que des branches sèches tendant vers le ciel comme des doigts suppliants. Les nouveaux propriétaires ont gardé la structure d'origine, expliqua Jacques, sa voix rauque d'émotion refoulée. J'ai acheté la maison dès que j'ai eu assez d'économies, mais je n'ai jamais eu le courage d'y vivre. Sophie fronça les sourcils, son regard perspicace balayant la façade. Vous avez dit que votre mère était obsédée par ces rosiers. Où exactement Émilie a-t-elle mentionné les lettres ? Jacques s'approcha du parterre principal, les souvenirs de sa mère taillant et arrosant les plantes, chaque matin inondant son esprit. « Ici, dit-il en pointant. Celui-ci a toujours été spécial. Personne n'avait le droit de toucher à ces roses. » Sophie enfila des gants de jardinage de son sac. « Eh bien, je suppose qu'il est temps de découvrir pourquoi. »
La terre était dure, résistante après des années de négligence. Alors qu'il creusait, le soleil montait plus haut, peignant le ciel de teintes roses et dorées. Ce fut Sophie qui la trouva en premier, ses doigts heurtant quelque chose de solide sous la terre. « Jacques » appela-t-elle, sa voix tendue par l'excitation. « Il y a quelque chose ici. » Une boîte en métal, du genre utilisé pour les documents importants, émergea de la terre. Sa serrure était rouillée, mais céda facilement après des années d'humidité. « Oh mon Dieu !» murmura Jacques, les mains tremblantes en soulevant le couvercle. À l'intérieur, protégés par des sacs en plastique scellés, se trouvaient des dizaines de lettres, de photos et de documents. « Malin !» nota Sophie en examinant le plastique. Elle les a protégés de l'humidité. La première lettre que Jacques ouvrit lui arrêta le cœur. Elle était de sa propre écriture, une carte de fête des mères qu'il avait écrite à l'âge de 12 ans. En dessous, soigneusement organisées par date, se trouvaient toutes les lettres qu'il avait envoyées à toutes les adresses possibles au fil des ans, essayant de la retrouver. Elle les a toutes reçues. Sa voix vacilla. Elle savait où j'étais tout ce temps. Sophie lui serra l'épaule en silence, lui laissant un moment pour digérer. Ses yeux, cependant, parcouraient déjà les autres documents avec un intérêt professionnel. « Jacques » appela-t-elle doucement, « regarde ça. » C'était un acte de propriété, daté de 5 ans après la disparition de Suzanne, pour une maison dans une zone rurale appelée Vallée Tranquille, à environ 2 heures de là. Vallée Tranquille? Jacques fronça les sourcils. Jamais cherché là-bas. C'est pratiquement une ville fantôme depuis la fermeture de l'exploitation minière. Sophie tapait furieusement sur sa tablette. Pas si fantôme que ça. Il y a des relevés de consommation d'électricité, de services d'eau. Votre mère vivait là-bas, Jacques, et d'après les services publics, elle n'était pas seule. Un bruit à la clôture du jardin les fit sursauter. Une femme âgée se tenait là, observant à travers les lattes, la curiosité évidente dans son expression. « Vous cherchez quelque chose ?» demanda-t-elle, sa voix étonnamment forte pour quelqu'un qui semblait avoir plus de 80 ans. Jacques se leva, montrant son insigne. « Madame ?»« Michaud » répondit-elle, un sourire entendu sur son visage ridé. « Et vous devez être Jacques. Suzanne parlait beaucoup de vous. » Le temps sembla se figer. Sophie s'approcha, calepin en main. « Vous connaissiez ma mère ?» demanda Jacques, dissimulant à peine son impatience. Madame Michaud ouvrit le portillon qui séparait leur jardin, s'appuyant sur une canne sculptée. Oh oui, elle passait de temps en temps, vérifiant la maison. Toujours avec ses 3 adorables enfants. Jacques et Sophie échangèrent un regard. « Vous avez vu les enfants ?» demanda prudemment Sophie. « Émilie, Liam et la petite Zoé », dit Madame Michaud avec affection. « Des enfants si polis. Émilie m'apportait toujours des fleurs de la maison de Suzanne à Vallée Tranquille. De magnifiques roses bleues. Je n'en ai jamais vu de pareilles. »« Des roses bleues » murmura Jacques. Sa mère avait toujours rêvé de créer la rose bleue parfaite. « Suzanne était ici il y a quelques semaines, » continua Madame Michaud, les yeux lointains par le souvenir. Elle semblait inquiète, pas elle-même. Les enfants n'étaient pas avec elle cette fois-là. Elle regarda directement Jacques. « Elle a laissé quelque chose pour vous, vous savez ?» Le cœur de Jacques battait la chamade. « Elle a... » Madame Michaud hocha la tête, faisant signe vers sa maison. « Entrez, prenez un thé avec moi. J'ai beaucoup de choses à vous raconter sur votre mère et pourquoi elle a dû partir il y a 20 ans. » Le soleil brillait maintenant pleinement sur la rue du Faubourg Saint-Antoine. Jacques regarda la boîte en métal dans ses mains, Sophie à ses côtés, et la voisine qui pourrait enfin l'aider à comprendre le puzzle que sa mère lui avait laissé. « Les roses bleues sont la clé, » commenta Madame Michaud alors qu'il marchait vers sa maison. Suzanne disait toujours que certaines choses ne fleurissent qu'à l'abri des regards. Je pense qu'il est temps que vous découvriez ce qu'elle voulait dire. Sophie sortit discrètement son téléphone, envoyant un message à l'agent Dupont. Quelque chose lui disait que leur voyage à Vallée Tranquille serait loin d'être une enquête de routine. Les pièces du puzzle se mettaient en place, mais l'image qu'elle formait était plus complexe et plus dangereuse que n'importe lequel d'entre eux aurait pu l'imaginer. La route vers Vallée Tranquille serpentait à travers les montagnes, son asphalte fissuré
témoignant silencieusement de l'abandon de la région. Jacques conduisait en silence, traitant les révélations de madame Michaud. Sur la banquette arrière, Sophie somnolait, épuisée après une autre nuit à apaiser les cauchemars des enfants. L'adresse que madame Michaud avait fournie les mena à une route étroite à la périphérie de la ville fantôme. Béatrice Moreau, la voisine que madame Michaud avait mentionnée, vivait dans une petite maison bleue entourée d'un jardin sauvage. Jacques Dubois, la femme aux cheveux gris qui répondit à la porte, avait des yeux perspicaces et des mains calleuses de jardinière. Madame Michaud a appelé. Elle a dit que vous viendriez. Entrez. Le salon de Béatrice était un sanctuaire de souvenirs, des photographies sur toutes les surfaces disponibles, des plantes dans des pots improvisés et l'arôme du café fraîchement moulu. Suzanne a emménagé ici, il y a environ 15 ans, commença Béatrice en versant du café dans des tasses délicates. Elle a acheté cette maison au bout de la route, celle avec la roseraie. Vous la connaissiez bien ? Demanda Jacques, ne parvenant pas à cacher son anxiété. Béatrice sourit tristement. Elle était réservée. Elle vivait pour ce jardin. Les roses les plus extraordinaires que j'ai jamais vues, surtout ces bleus qu'elle cultivait dans la serre. Sophie se pencha, intriguée. Madame Michaud a aussi mentionné des roses bleues. Oh oui, Suzanne passait des heures dans cette serre. Elle était très protectrice avec elle, aussi. Béatrice hésita, ne croisant le regard de Jacques qu'après un moment. Ce n'est qu'après l'arrivée des enfants qu'elle a commencé à s'ouvrir un peu. Comment était-il avec elle ? La question s'échappa avant que Jacques ne puisse se retenir. Comme des petits-enfants avec leur grand-mère, se souvint Béatrice avec tendresse. Émilie aidait dans le jardin. Liam demandait toujours des histoires. Et la petite Zoé, elle était l'ombre de Suzanne. Le téléphone de Jacques vibra avec un message de l'agent Dupont. Urgence. Liam avait fait un autre cauchemar. Il demandait après lui. « Nous devons y aller » dit brusquement Jacques, « mais s'il vous plaît, si vous vous souvenez de quoi que ce soit d'autre. » Béatrice hocha la tête, mais son regard était lointain. « Vous savez, la dernière fois que je l'ai vue, Suzanne avait l'air différente, effrayée. Elle a dit quelque chose comme quoi le passé finissait par la rattraper. » Elle fixa Jacques dans les yeux. 2 semaines plus tard, elle et les enfants avaient disparu. L'appartement était calme quand ils arrivèrent, à l'exception de sanglots étouffés provenant de la chambre des enfants. Dupont les accueillit dans le couloir, l'inquiétude gravée sur son visage. « Il s'est réveillé en hurlant », expliqua-t-elle à voix basse. Quelque chose à propos de méchants hommes et de grand-mère Suzanne qui pleurait. Jacques trouva Liam recroquevillé dans son lit, Émilie et Zoé enroulées autour de lui de manière protectrice. Le garçon leva les yeux, les larmes aux yeux. « Oncle Jacques ?» Liam tendit les bras, son petit corps tremblant. « Je suis là, champion. » Jacques le prit dans ses bras, le cœur brisé par la façon désespérée dont Liam s'accrochait à lui. Sophie était déjà assise sur le lit, rapprochant Émilie et Zoé d'elle. « Tu veux nous parler de ton rêve ?» Liam renifla contre l'épaule de Jacques. Les méchants hommes, comme s'ils étaient venus à la maison de grand-mère Suzanne. Émilie s'agita, mal à l'aise. « On n'est pas censé parler de ça, » marmonna-t-elle, mais ses yeux trahissaient sa peur. « C'est bon, ma chérie, » l'assura doucement Sophie. « Vous êtes en sécurité ici. » Il voulait les roses bleues, parla soudainement Zoé, sa petite voix claire surprenant tout le monde. Grand-mère Suzanne s'est vraiment fâchée. Elle a dit qu'il ne les aurait jamais. Jacques et Sophie se regardèrent. « C'est arrivé quand, ça ?» demanda doucement Jacques. « La nuit où on a dû s'enfuir, » répondit Liam, toujours tremblant. Grand-mère Suzanne a beaucoup pleuré. Elle a dit qu'il était temps de trouver Jacques. Elle a dit que toi seul pouvais aider, oncle Jacques, termina Émilie en se mordant la lèvre. Que tu comprendrais en voyant les roses. Sophie prenait déjà des notes sur son téléphone, mais Jacques le remarqua à peine. Son esprit était sur le souvenir de Béatrice, sa mère ayant l'air effrayée, la protection féroce des roses bleues et la peur dans les yeux des enfants. « Et, dit-il doucement, que diriez-vous d'un chocolat chaud avec des guimauves ?» Le visage de Liam s'illumina un peu et même Émilie sembla se détendre. Seule Zoé gardait son regard solennel sur Jacques. «
Grand-mère Suzanne faisait du chocolat chaud quand on faisait des cauchemars, nota-t-elle. Et elle nous racontait des histoires sur toi, quand tu étais petit. Dans la cuisine, tout en préparant les boissons, Jacques sentit Sophie arriver derrière lui. « On n'arrête pas d'entendre parler de ces roses bleues, » murmura-t-elle. « Ça ne peut pas être une coïncidence. » Ma mère a toujours été fascinée par la génétique botanique, se souvint Jacques, les conversations sans fin sur l'ADN et les mutations. Mais pourquoi quelqu'un menacerait-il une femme âgée pour des fleurs? Le bruit de petits pieds nus les interrompit. Émilie se tenait à l'entrée de la cuisine, tenant quelque chose dans sa main. « J'ai trouvé ça dans mon manteau, » dit-elle, en tendant une petite clé USB. « Grand-mère Suzanne m'a dit de la garder en sécurité, jusqu'à ce que je te trouve. » Jacques prit l'appareil avec des doigts tremblants. Écrit sur son plastique bleu, dans l'écriture incomparable de sa mère, se trouvait un seul mot. Vérité. De retour dans le salon, Liam s'était endormi sur le canapé. Zoé blottit à côté de lui, comme un petit ange gardien. L'appartement était de nouveau silencieux, mais Jacques savait que le silence était temporaire. Quelque part, cachés dans la génétique codée de roses impossibles, se trouvaient des secrets pour lesquels des gens étaient prêts à menacer une grand-mère et 3 enfants innocents. « Voyons ce que ta mère voulait que tu découvres, » murmura Sophie, connectant déjà la clé USB à son ordinateur portable. Le chocolat chaud refroidissait dans leur tasse, oublié, alors qu'une autre couche du mystère s'apprêtait à se révéler. La maison au bout de la route à Vallée Tranquille émergea du brouillard matinal comme un fantôme réticent. C'était une modeste structure à 2 étages, murs blancs avec des volets verts, exactement comme les enfants l'avaient dessiné d'innombrables fois dans l'appartement de Jacques. « C'est là !» s'exclama Zoé depuis la banquette arrière, son visage pressé contre la vitre. « Regarde, Émilie, les rosiers de grand-mère. » Jacques se gara sur l'allée en gravier, le cœur battant. Le jardin, bien que négligé depuis des mois, conservait une beauté sauvage qui parlait du soin méticuleux de sa mère. Différentes espèces de roses dominaient le paysage, leurs fleurs résistant courageusement au froid de l'automne. Oncle Jacques. Liam avait déjà sauté de la voiture, courant vers une balançoire faite d'un pneu suspendu à un chêne ancien. Grand-mère Suzanne me poussait tous les jours. Sophie examinait la scène avec des yeux analytiques, calepin en main. « Les services publics ont été coupés il y a environ 3 mois, » murmura-t-elle à Jacques. « L'eau aussi. » Émilie marchait dans le jardin avec une familiarité qui tordait le cœur de Jacques. Elle s'arrêta devant un parterre de fleurs spécifiques, ses petites mains touchant doucement les bourgeons d'une couleur inhabituelle. « Les spéciales de grand-mère », expliqua-t-elle en remarquant le regard de Jacques. Elle disait qu'elles étaient magiques. Jacques s'accroupit près du parterre. Des années à vivre avec sa mère lui avaient appris à reconnaître instantanément ces plantes uniques. Même s'ils étaient encore fermés, les bourgeons présentaient une nuance saisissante de violet bleuté qui ne devrait pas exister dans la nature. « La serre !» cria soudain Zoé, montrant une structure en verre partiellement dissimulée derrière la maison. C'est là que grand-mère gardait ses secrets. Sophie se dirigea vers la porte d'entrée, testant les serrures. « C'est fermé, déclara-t-elle, mais on dirait que quelqu'un est passé par ici récemment. Regardez les éraflures sur le paillasson. » Jacques les examina. Des empreintes partielles qui n'appartenaient à aucun d'entre eux. Ses instincts de policier s'éveillèrent. Quelque chose n'allait pas. « Les enfants, » appela-t-il, « vous vous souvenez de la dernière fois que vous étiez ici ?» Les 3 échangèrent un regard, cette communication silencieuse qui se produisait toujours lorsque le sujet était sensible. « C'était quand grand-mère est tombée vraiment malade, » répondit finalement Émilie, sa voix baissant jusqu'à un murmure. Elle ne pouvait plus sortir du lit. Le monde sembla s'arrêter. Jacques sentit le doux contact de Sophie sur son bras, lui offrant un réconfort silencieux. « Tante Anne s'occupait d'elle, » ajouta Liam en donnant un coup de pied dans un caillou. Mais ensuite, les méchants hommes ont commencé à venir, et grand-mère a dit qu'on devait partir. « Tante Anne ?» questionna Sophie, son crayon volant sur son bloc-notes. L'infirmière, expliqua Zoé, serrant plus fort son ours en peluche. Elle était gentille, elle nous apportait des bonbons en secret. Jacques trouva une clé de rechange exactement là où sa mère la cachait toujours, à l'intérieur d'un pot de fleurs en céramique, près de la porte.
certaines choses ne changeaient jamais. L'intérieur de la maison était une capsule temporelle. Des photographies sur les murs racontaient l'histoire des dernières années, les enfants grandissant, des moments dans le jardin, sa mère souriant avec ce même collier de perles qu'elle n'enlevait jamais. Une fine couche de poussière suggérait des mois d'abandon. Sophie monta à l'étage, tandis que Jacques examinait le salon. Une pile de courriers sur la table basse attira son attention. Factures médicales, résultats de tests, dossiers hospitaliers. « Jacques !» La voix de Sophie résonna depuis l'étage, chargée d'une gravité qui lui glaça le sang. « Tu dois voir ça ?» Il la trouva dans ce qui était clairement la chambre de sa mère. Un autel improvisé était installé sur la table de chevet. Des bougies, des fleurs séchées et une photo récente de Suzanne. À côté, une nécrologie soigneusement découpée du journal local. Suzanne Dubois, 68 ans, lut Sophie à voix basse, décédée le 15 août après une brève bataille contre un cancer du pancréas. Elle laisse derrière elle. Sa voix se brisa légèrement, un fils et 3 petits-enfants bien-aimés. Jacques chancela, ses genoux heurtant le bord du lit, juste à temps. 3 mois. Sa mère était partie depuis 3 mois et il ne le savait même pas. Un bruit à la porte les fit se retourner. Émilie se tenait là, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. « Grand-mère ne voulait pas que tu sois triste, » dit-elle, sa petite voix contenant une sagesse bien au-delà de son âge. Elle a dit qu'elle avait quelque chose de très important à terminer d'abord. Quelque chose à propos des roses bleues et de faire ce qui est juste, cette fois. Sophie était déjà à côté de la jeune fille, la serrant doucement dans ses bras. Jacques resta assis, les yeux fixés sur la photo de sa mère, plus âgé qu'il ne s'en souvenait, plus fatigué, mais avec ce même regard déterminé dont il avait hérité. « Oncle Jacques, » appela Liam depuis le couloir, « il y a une porte verrouillée au fond. Grand-mère a dit que c'était ta chambre pour quand tu reviendrais. » Jacques se leva machinalement, suivant la voix du garçon. La porte bleue au bout du couloir était verrouillée, mais une clé était suspendue à un cordon sur la poignée. À l'intérieur se trouvait une chambre parfaitement agencée, comme si elle l'attendait depuis 20 ans. Sur la commode, il trouva une lettre qui lui était adressée, l'écriture de sa mère si familière qu'elle lui fit mal. « Mon cher fils, si tu lis ceci, cela signifie que tu as enfin trouvé les enfants. Et cela signifie aussi que je n'ai pas pu finir ce que j'ai commencé il y a 20 ans. Les roses bleues détiennent la vérité que j'aurais dû te dire ce matin-là. Maintenant, c'est à toi de les protéger toutes les deux, les roses et les enfants. La clé USB explique tout, mais sois prudent, Jacques. Certaines personnes feront n'importe quoi pour garder certains secrets enterrés. Avec tout mon amour et mes regrets, maman. » Dehors, dans le jardin, les roses bleues se balançaient doucement dans la brise, leurs pétales gardant les secrets qui avaient coûté la vie à sa mère. Jacques sentit le poids de la clé USB dans sa poche, le dernier message de Suzanne attendant de révéler des vérités attendues depuis 20 ans. « Rentrons à la maison, » dit-il enfin, la voix rauque. « Nous avons une clé USB à ouvrir. » Les enfants firent leurs adieux au jardin comme s'ils disaient au revoir à un vieil ami. Sophie rassembla tranquillement ses notes, son regard inquiet ne quittant jamais Jacques. Alors que la voiture s'éloignait, Jacques regarda la maison devenir plus petite dans le rétroviseur. Quelque part entre ces murs, sa mère avait vécu ces dernières années, élevant 3 enfants et cultivant des roses impossibles. Et quelque part dans ce même sol, elle avait caché une vérité qu'elle était prête à mourir pour protéger. L'appartement était silencieux, à l'exception du doux bruit de la pluie tapant sur les fenêtres. Jacques s'était assis dans son fauteuil préféré, un carnet vert à la main, le journal de sa mère, trouvé soigneusement rangé à côté de la clé USB dans la chambre qu'elle avait préparée. Sophie avait emmené les enfants acheter du matériel de dessin, donnant à Jacques l'espace dont il avait besoin pour plonger dans les souvenirs de Suzanne. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il ouvrait la première page. 15 mars 2019. C'est encore arrivé aujourd'hui. Quelqu'un a essayé de s'introduire dans la serre. Les caméras ont filmé 2 hommes en noir, mais je n'ai pas pu les identifier. Je dois être plus prudente. 20 ans de recherche ne peuvent pas être perdus maintenant, pas alors que je suis si proche. Jacques fronça les sourcils.
Sa mère n'avait jamais mentionné de tentative d'effraction dans ses lettres précédentes. En tournant quelques pages, il tomba sur une entrée qui lui arrêta le cœur. 3 juin 2019. Je les ai trouvés aujourd'hui. 3 petits anges abandonnés à la porte de l'église. La plus âgée ne peut pas avoir plus de 2 ans, protégeant les autres comme une lionne. Quelque chose en eux m'a tellement rappelé Jacques quand il était petit. Je ne pouvais pas les laisser là. Le père Antoine a dit qu'ils avaient été laissés au milieu de la nuit, sans pièce d'identité, à l'exception d'un mot avec leur nom. Émilie, Liam et Zoé. Le destin a un sens de l'humour particulier. Juste au moment où j'apprends que mon temps pourrait être compté, il m'envoie 3 raisons de continuer à me battre. Les pages suivantes détaillaient l'adaptation des enfants, de minuscules moments qui serraient la poitrine de Jacques par leur simplicité et leur chaleur. 12 juillet 2019. Émilie m'a aidé dans le jardin aujourd'hui. Ses petites mains sont étonnamment douces avec les roses. Elle a un don naturel, comme si elle comprenait instinctivement la délicatesse requise. Liam n'arrête pas de me demander des histoires sur Jacques. Je pense que j'ai trouvé un allié en lui pour garder ses souvenirs vivants. Et Zoé, elle est si observatrice. Parfois, je me demande si elle peut voir à travers moi, sentir la douleur que j'essaie de cacher. Jacques déglutit difficilement, se rappelant le diagnostic de cancer trouvé parmi les papiers dans la maison. Il était déjà présent, se propageant silencieusement. 25 septembre 2019. Les résultats des tests n'étaient pas bons aujourd'hui. Le docteur Durand insiste sur un traitement immédiat, mais je ne peux pas m'arrêter maintenant. Les roses bleues révèlent enfin leur secret. La séquence que je cherche depuis si longtemps est presque complète. Si j'ai raison, cela changera tout. Les enfants sont ma force maintenant. Émilie sent que quelque chose ne va pas. Elle est beaucoup trop perspicace pour son propre bien. Je l'ai trouvée en train de pleurer dans le jardin. J'ai promis que je ne les quitterai pas, mais je sens le poids de cette promesse. Le temps presse. Le bruit de la porte qui s'ouvre fit sursauter Jacques. Sophie entra silencieusement, portant des sacs de course. Les enfants étaient probablement de nouveau avec l'agent Dupont. « Comment ça va ?» demanda-t-elle doucement, s'installant sur l'accoudoir de son fauteuil. Jacques montra simplement la prochaine entrée du journal. 18 décembre 2019. Émilie m'a posé des questions sur sa famille aujourd'hui. Les mots sont restés coincés dans ma gorge. Comment expliquer à 3 enfants abandonnés que j'ai aussi abandonné mon fils? Mais ses yeux, il y a tellement de compréhension dans ce regard. Je leur ai dit la vérité, ou une partie. Sur Jacques, sur pourquoi j'ai dû partir, sur le fait que certaines vérités sont trop dangereuses. Émilie m'a tenu la main et a dit « On peut être ta famille maintenant, grand-mère. » Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis laissé pleurer. Sophie serra doucement l'épaule de Jacques, lui offrant un soutien silencieux, alors qu'il continuait à lire. 5 mars 2020. La douleur est pire, mais les roses ont enfin fleuri. La séquence est complète. Tout ce pourquoi j'ai travaillé ces 20 dernières années est là, codé dans les pétales de ces fleurs impossibles. La preuve qui aurait pu sauver Jacques pendant cette enquête, qui aurait pu exposer tout le réseau de corruption. C'est ironique comme la vie fonctionne. Maintenant que j'ai la preuve, mon corps me lâche. Mais peut-être que c'est ainsi que ça doit se passer. Jacques est plus fort maintenant, plus près. Et les enfants, ils sont la clé qui fait que tout s'emboîte. Les dernières pages étaient clairsemées, l'écriture de Suzanne plus tremblante. La dernière entrée serra le cœur de Jacques. 22 juillet 2020. Mon cher fils, je sais que tu trouveras ce journal un jour. Les enfants sont mon dernier cadeau pour toi, pas seulement pour la joie qu'ils apporteront, mais pour ce qu'ils représentent. Ils sont venus à moi pour une raison, Jacques. Il n'y a pas de coïncidence dans cette histoire. Émilie a tes yeux, le savais-tu? Et la détermination de Liam me rappelle tellement toi quand tu étais enfant. Zoé, elle a le don que nous partageons, de voir au-delà des apparences. La clé USB contient tout, mes recherches, les preuves, la véritable identité de ces enfants. Mais sois prudent, mon fils. Les mêmes hommes qui m'ont forcé à te quitter il y a 20 ans sont toujours là, et maintenant, ils savent que j'ai trouvé ce que je cherchais. Protège les enfants, Jacques. Ils sont plus importants que tu ne le réalises.
Et pardonne à ta vieille mère de ne pas avoir été assez forte pour se battre il y a 2 décennies. Parfois, il faut prendre du recul avant de pouvoir avancer. Avec tout mon amour, maman. » Jacques ferma le journal, les mains tremblantes. Sophie avait déjà son ordinateur portable ouvert, la clé USB insérée. « Il y a quelque chose ici sur les actes de naissance des enfants, » murmura-t-elle, ses yeux balayant rapidement l'écran. « Et mon Dieu, Jacques, tu dois voir ça !» Avant qu'elle ne puisse révéler sa découverte, la porte s'ouvrit de nouveau. Émilie fit irruption, les yeux brillants d'excitation. « Oncle Jacques, on a acheté des peintures. Je peux peindre les roses bleues de grand-mère Suzanne ?» Jacques sourit, mettant le journal de côté. Les révélations devraient attendre un peu plus longtemps. « Bien sûr, ma chérie, raconte-moi en plus sur ces roses spéciales. » Émilie grimpa sur ses genoux, ses doigts jouant avec l'insigne qu'il portait toujours. Grand-mère Suzanne a dit qu'elles étaient magiques parce qu'elles contenaient un secret très important. Un secret sur toi, oncle Jacques. Sophie ferma l'ordinateur portable tranquillement, mais son regard disait que la conversation n'était pas terminée. Quelque part sur cette clé USB, les dernières pièces du puzzle attendaient d'être découvertes. « Et quel était ce secret ?» demanda doucement Jacques. Émilie sourit, ce sourire si semblable à celui de sa mère. Elle a dit qu'un jour tu le découvrirais, quand tu serais prêt à comprendre pourquoi on a dû attendre si longtemps pour te trouver. Dehors, la pluie continuait, lavant les secrets de Vallée Tranquille. Mais à l'intérieur de l'appartement de Jacques, parmi les crayons de couleur et les souvenirs, la vérité commençait à émerger des ombres du passé. Le bureau privé de Suzanne à Vallée Tranquille était un labyrinthe de souvenirs soigneusement organisés. Jacques et Sophie avaient passé toute la matinée à fouiller chaque tiroir et chaque dossier, tandis que l'agent Dupont surveillait les enfants qui jouaient dans la cour. « Regarde ça !» appela Sophie, brandissant un dossier simplement étiqueté « Futur ». Des lettres de recommandation, des douzaines, toutes à ton sujet. Jacques prit les papiers, les mains tremblantes. Des lettres de recommandation adressées à diverses agences d'adoption et services sociaux, toutes détaillant ses qualités en tant que tuteur potentiel. Sa mère avait tout prévu, préparant le terrain méticuleusement. Elle savait, murmura-t-il, la voix épaisse. Elle savait qu'elle n'avait pas beaucoup de temps et voulait s'assurer que les enfants finiraient avec moi. Un cri de joie venant de l'extérieur attira son attention. Par la fenêtre, il vit Liam sur la balançoire, l'agent Dupont le poussant plus haut. Émilie arrangeait des fleurs qu'elle avait cueillies, tandis que Zoé... « Où est Zoé ?» demanda Jacques, une pointe d'inquiétude dans la voix. « Ici ?» La voix de la petite fille vint de derrière eux. Elle s'était glissée dans le bureau sans bruit, quelque chose de petit dans ses mains. Je l'ai trouvée dans l'endroit spécial de grand-mère Suzanne. C'était une vieille boîte à musique, délicatement sculptée de motifs floraux. Jacques la reconnut immédiatement. C'était un cadeau qu'il avait offert à sa mère, acheté avec son premier salaire d'adolescent. « Elle la jouait tous les soirs pour qu'on s'endorme », expliqua Émilie en suivant sa sœur à l'intérieur. « Et elle nous a montré les photos. »« Quelles photos ?» demanda doucement Sophie, en s'accroupissant au niveau des enfants. Zoé tourna la clé. Une douce mélodie emplit la pièce, « Somewhere over the Rainbow », tandis qu'un compartiment caché s'ouvrait à la base, révélant une collection de photos. Jacques souleva délicatement la première. Elle le montrait à 12 ans, souriant à côté de sa mère dans le jardin de leur ancienne maison. La suivante montrait Suzanne, beaucoup plus âgée, lisant un livre avec Émilie sur ses genoux. Il y en avait des dizaines, documentant des moments précieux des dernières années. Grand-mère Suzanne pleurait parfois en regardant les vieilles photos, dit Émilie, ses doigts traçant doucement le bord d'un cliché. Elle disait que quelqu'un lui manquait beaucoup, mais qu'elle devait attendre le bon moment. Sophie prit des notes rapides dans son carnet, l'instinct professionnel prenant le dessus. « Le bon moment pourquoi, ma chérie ?»« Pour la vérité », ajouta Liam, apparaissant dans l'embrasure de la porte avec Dupont. C'est ce qu'elle disait toujours, que la vérité devait attendre que les roses bleues soient prêtes. Jacques échangea un regard significatif avec Sophie. Les roses bleues, partout, comme un fil conducteur reliant chaque pièce du puzzle. « Les enfants ?» appela doucement Dupont. « Que diriez-vous d'un goûter dans la cour? Je suis sûr que grand-mère Suzanne a caché des biscuits dans la cuisine. » Après leur départ, Sophie tira une chaise, étalant ses notes sur la table.
Nous devons organiser ce que nous savons. Suzanne a découvert qu'elle était malade et a commencé à tout préparer. Des lettres de recommandation, des documents soigneusement classés, même ce bureau prêt à être découvert par moi, termina Jacques, tenant toujours la boîte à musique. Un dossier particulièrement épais attira son attention. Recherche, phase finale, écrit de la main de sa mère. À l'intérieur, des pages de notes sur la manipulation génétique des plantes, en particulier des roses. Jacques, appela Sophie, la voix tendue. Regarde la date sur ces tests médicaux. Le diagnostic initial date de plus de 2 ans. Elle savait qu'elle était malade bien avant de trouver les enfants. Les dernières pages du dossier médical révélèrent un choc encore plus grand. Elle a refusé le traitement, murmura Jacques, la réalité pesant sur lui. Elle a choisi les soins palliatifs pour pouvoir continuer à travailler. Oncle Jacques, la voix d'Émilie le surprit. Elle était revenue silencieusement dans le bureau. « Je peux te montrer quelque chose ?» La fillette les conduisit à la serre, ses petits pas assurés. Au fond de la structure en verre, partiellement cachée par des vignes, se trouvait un petit coffre-fort. « Le code, c'est ta date de naissance », déclara simplement Émilie. « Grand-mère Suzanne a dit que toi seul pouvais l'ouvrir quand le moment serait venu. » Les doigts de Jacques tremblèrent alors qu'il entrait les chiffres. La serrure cliqueta doucement, révélant d'autres documents, un disque dur externe et une lettre qui lui était adressée. « Mon cher Jacques, au moment où tu liras ceci, tu auras probablement appris ma maladie. Pardonne-moi de ne pas avoir cherché de traitement. J'avais quelque chose de plus important à terminer. Les roses bleues ne sont pas que des fleurs, mon fils. Elles détiennent la preuve que nous cherchions il y a 20 ans. Les enfants, ils ne sont pas venus à moi par hasard. Émilie, Liam et Zoé sont spéciaux d'une manière que tu comprendras bientôt. Les protéger est devenu ma dernière mission. Sur le disque dur, tu trouveras tout, mes recherches complètes, l'origine véritable des enfants et la preuve qui peut enfin exposer ceux qui nous ont séparés il y a si longtemps. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je crois que tu finiras ce que j'ai commencé. Les enfants sont la clé, Jacques. Ils l'ont toujours été. Avec tout mon amour, maman. Sophie avait déjà branché le disque dur sur son ordinateur portable, ses yeux s'écarquillant devant son contenu. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. « Jacques, tu dois voir ça. » Avant qu'il ne puisse plonger plus profondément, le bruit de verre brisé vint de la maison principale, suivi du cri effrayé de Liam. « Dupont !» appela Jacques, ses instincts de policier prenant le dessus. Seul le silence répondit. Quelque part dans la maison, Zoé se mit à pleurer. Le temps des découvertes était terminé. C'était maintenant le moment de protéger ce pourquoi sa mère était morte. La peur causée par le verre brisé s'avéra n'être qu'un chat renversant un pot de fleurs dans la cuisine, mais elle servit de rappel brutal de la fragilité du moment. Dupont chassa l'animal effrayé, tandis que Sophie apaisait les enfants avec des promesses de chocolat chaud. Maintenant, dans la paix restaurée de la fin d'après-midi, Jacques monta les escaliers étroits menant au grenier. L'odeur de bois ancien et de lavande séchée emplissait l'air, la signature de sa mère pour rafraîchir le linge. « Je peux t'aider » demanda Émilie, sa petite silhouette apparaissant en haut de la marche. « Je connais toutes les cachettes spéciales de grand-mère Suzanne. » Jacques lui offrit la main, la guidant sur la dernière marche. « Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur elle ?» Émilie marcha avec assurance à travers l'espace poussiéreux, contournant des malles et des boîtes. « C'est ici qu'on jouait les jours de pluie, » dit-elle en indiquant un coin rempli de vieux coussins. « Grand-mère Suzanne nous racontait des histoires sur toi. »« Sur moi ?»« Oui, sur quand tu étais petit et que tu voulais être un super-héros. » Émilie sourit, s'arrêtant devant une malle particulièrement vieille. « Les lettres sont là-dedans. » La malle était sécurisée par un simple cadenas, sa clé suspendue discrètement à un clou voisin. Typique de sa mère, toujours donner l'apparence de la sécurité tout en laissant des indices évidents pour ceux qui la connaissaient. À l'intérieur se trouvaient des centaines de lettres, triées chronologiquement, certaines encore dans leurs enveloppes d'origine, d'autres des pages volantes soigneusement conservées. Jacques reconnut sa propre écriture sur beaucoup d'entre elles, les lettres qu'il avait envoyées au fil des ans, la cherchant. « Elle nous les lisait parfois », nota Émilie en s'installant parmi les coussins.
Elle disait que c'était comme des petits morceaux de ton cœur, sauvegardés sur du papier. Le bruit de pas sur les escaliers du grenier signala l'arrivée de Sophie et des autres enfants. Liam se précipita vers le tas de coussins, tandis que Zoé, comme à son habitude, absorbait chaque détail de ses yeux vifs. « Les Lambert sont en bas, » dit Sophie. « Les voisins qui ont aidé votre mère dans ces derniers mois. Je pensais que vous aimeriez leur parler. » Jacques hocha la tête, mais quelque chose dans les lettres attira son attention. Parmi ses propres correspondances se trouvaient d'autres, écrites par sa mère, mais jamais envoyées. « Cher Jacques, lut-il à voix haute, la voix basse, aujourd'hui, Émilie a dit son premier mot. Fleur. Tu as commencé comme ça aussi, toujours fascinée par le jardin. Elle te ressemble tellement, parfois ça fait mal de la regarder et de voir tes yeux. Les médecins disent que le traitement expérimental pourrait me faire gagner quelques mois de plus, mais je ne peux pas risquer de laisser mon travail inachevé. Les roses sont presque prêtes, et avec elles, la chance de réparer les erreurs du passé. Grand-mère pleurait beaucoup quand elle écrivait, commenta Liam en tripotant distraitement une petite voiture trouvée parmi les coussins. Mais après, elle nous faisait des biscuits, et tout allait bien à nouveau. Sophie était redescendue pour parler aux Lambert, laissant Jacques seul avec les enfants, au milieu de ce témoignage tangible de la vie de sa mère. Chaque coin du grenier racontait une histoire, des étagères garnies de livres pour enfants bien usés, un collage de dessins épinglés aux poutres, de minuscules trésors dans des boîtes à chaussures. « Regarde !» s'exclama soudain Zoé, sortant quelque chose de derrière une pile de boîtes. Un vieil album photo décoré de fleurs pressées. Ces pages révélaient la vie quotidienne que sa mère s'était construite. Suzanne dans le jardin avec les enfants, des célébrations d'anniversaire, des après-midi de lecture sur la balançoire du porche. Sur chaque photo, même visiblement malade, ses yeux pétillaient d'une joie authentique. « Ça, c'était pour mon anniversaire », dit Émilie en montrant une photo de Suzanne l'aidant à souffler ses bougies. Elle a fait un gâteau au chocolat avec des fraises. Et ici, se pencha Liam en montrant une autre photo. C'était quand on a planté des tournesols. Elle a dit qu'ils pousseraient jusqu'au ciel. Jacques arriva à une série de photos plus récentes, apparemment prises à l'hôpital. Suzanne en fauteuil roulant, plus mince mais toujours souriante, les enfants l'entourant. Les Lambert apparaissaient sur certaines photos, ainsi qu'une infirmière à l'air doux qui devait être tante Anne. « On devrait descendre ?» suggéra-t-il doucement, remarquant le poids des souvenirs sur les visages des enfants. Je crois que j'ai entendu Sophie mentionner quelque chose à propos de biscuits dans la cuisine. Ils trouvèrent Harold et Marie Lambert, tous deux septuagénaires. Marie serra les enfants dans ses bras, les larmes aux yeux. « Suzanne parlait beaucoup de vous, » dit Harold en tendant la main à Jacques. Pendant ces dernières semaines, elle s'inquiétait de ne pas avoir assez de temps pour tout mettre en ordre. Elle a refusé de rester à l'hôpital, ajouta Marie, déjà occupée à préparer de la pâte à biscuits avec l'aide empressée de Liam. Elle disait qu'elle avait quelque chose d'important à finir dans son laboratoire. Ces roses étaient son obsession. « Le laboratoire ?» questionna Jacques, sa curiosité piquée. « En bas, au sous-sol », répondit Émilie avant que les Lambert ne puissent le faire. Là où elle gardait ses ordinateurs et ses trucs de science. Grand-mère ne nous laissait jamais y entrer. Sophie, qui avait discrètement pris des notes, leva les yeux. « Jacques, je pense que nous devons voir ce laboratoire. » Après un goûter, insista Marie, en glissant la première fournée de biscuits dans le four. Suzanne disait toujours que les conversations sérieuses se tenaient mieux le ventre plein. Bientôt, la cuisine s'emplit de l'odeur de vanille et de chocolat, si familière qu'elle serra la poitrine de Jacques. Les enfants aidèrent de Marie à décorer les biscuits, leur rire résonnant contre les murs de la maison, comme ils l'avaient fait tant d'après-midi auparavant. « Elle était heureuse ici, » dit doucement Harold, observant la scène. Même à la fin, quand la douleur était la pire, avoir les enfants autour semblait lui donner de la force. Elle n'a vraiment eu peur que dans ces dernières semaines, quand ces hommes ont commencé à se montrer. Jacques et Sophie échangèrent des regards inquiets. « Quels hommes ? Ils ne se sont jamais vraiment identifiés, » répondit Marie, la tension dans la voix. « Ils disaient qu'ils étaient de l'université, intéressés par ses recherches.
Mais Suzanne était toujours agitée après leur départ. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à organiser les documents plus urgemment, ajouta Harold, et les visites au cabinet d'avocat. Quelque chose à propos d'une procédure de tutelle. Procédure de tutelle ? Demanda Sophie, son crayon s'arrêtant sur son carnet. Pour les enfants, expliqua Marie, en offrant un biscuit fraîchement cuit. Suzanne était déterminée à s'assurer qu'il resterait avec vous, Jacques. Elle a passé ces derniers jours à finaliser les formalités. Jacques regarda les enfants, maintenant occupés à décorer des biscuits avec du glaçage de couleur vive. Émilie était intensément concentrée sur la création de motifs parfaits, Liam plus intéressé à goûter le glaçage, Zoé créant de minuscules œuvres d'art sur chaque biscuit. « Une dernière chose, dit Harold en baissant la voix. La dernière fois que je l'ai vue, Suzanne a mentionné une sauvegarde. Elle a dit qu'elle avait envoyé des copies de ses recherches à plusieurs endroits, juste au cas où. » La sonnette retentit, coupant la conversation. Dupont, qui montait la garde sur le porche, entra rapidement dans la cuisine. « Jacques, dit-elle, la tension dans la voix. Il y a des gens ici. Ils disent qu'ils sont de l'université de la Sorbonne. » Les enfants se rapprochèrent immédiatement de Jacques, leur petit corps tremblant d'une peur familière. Sur la table de la cuisine, les biscuits refroidissaient, leur doux arôme se mêlant maintenant à la tension palpable. Marie Lambert serra inconsciemment son collier de perles, un geste si réminiscent de Suzanne que le cœur de Jacques se serra. Certaines vérités, semblait-il, auraient un prix plus élevé que de simples biscuits faits maison et des histoires du passé. La boîte en carton semblait inoffensive, cachée dans un coin du grenier, derrière de vieilles décorations de Noël. Un tampon. Retour à l'expéditeur en rouge sur des dizaines d'enveloppes, toutes soigneusement liées avec des rubans bleus délavés. Jacques s'était assis sur le sol poussiéreux, la lumière de fin d'après-midi filtrant à travers les fissures du toit. Sophie avait emmené les enfants manger une glace avec les Lambert, lui donnant l'espace dont il avait besoin pour cette découverte. La première enveloppe trembla dans ses mains. L'écriture élégante de sa mère, si familière et pourtant si lointaine, l'avait adressée à son ancien appartement de la rue des Lilas. 15 septembre 2019. Mon cher fils, l'automne est de retour, et avec lui les dahlias que tu as toujours aimés fleurissent dans le jardin. J'essaie de ne pas y voir un signe du destin qu'ils aient choisi ce moment pour s'ouvrir, juste au moment où j'ai reçu les nouvelles du docteur. Cancer. Un si petit mot pour un fardeau si lourd. Le docteur Durand parle de traitement et de possibilités, mais ses yeux me disent ce que ses lèvres tentent d'adoucir. J'ai besoin de te voir, Jacques. Il y a tant à expliquer, tant à réparer. La lettre continuait sur 2 autres pages, mais le tampon rouge destinataire inconnu coupait les mots comme une blessure ouverte. La lettre suivante était datée de 2 semaines plus tard, 1er octobre 2019. Jacques, j'ai essayé ton ancien lieu de travail aujourd'hui, mais ils ont dit que tu avais été muté. Personne ne voulait me donner ta nouvelle adresse. C'est peut-être juste. J'ai disparu sans laisser de traces aussi, non? Émilie a demandé de tes nouvelles aujourd'hui. Elle a ton sourire, tu sais. Parfois, je la surprends à regarder ta photo, celle de tes 12 ans, comme si elle essayait de mémoriser chaque détail. Mon traitement est censé commencer la semaine prochaine, mais j'ai découvert quelque chose dans les roses. Quelque chose qui pourrait enfin réparer les erreurs du passé. J'ai juste besoin de plus de temps, mon fils. Juste un peu plus. Lettre après lettre, mois après mois, sa mère avait tenté de le joindre. Jacques passa ses doigts sur l'encre, sentant les légères bosses, là où les larmes étaient tombées, avant de sécher. 25 décembre 2019. Cher Jacques, c'est Noël. Les enfants ont décoré toute la maison et Liam a insisté pour laisser des biscuits au Père Noël. Je leur ai raconté des histoires sur tes Noëls, comment tu essayais toujours de rester éveillé pour voir les reines. Le facteur, M. Lefebvre, a suggéré que j'essaie l'email ou le téléphone. J'ai souri et les remercié. Mais comment expliquer que certaines choses ont besoin de la solidité du papier, que j'ai besoin que tu puisses toucher ces mots, sentir tout l'amour que je n'ai jamais su exprimer. La chimiothérapie aurait dû commencer aujourd'hui. Au lieu de cela, j'ai passé la matinée dans la serre. Les roses bleues sont presque prêtes, mon fils, et avec elles, la preuve que tu cherches depuis 20 ans.
d'autres lettres retournées, chacune un morceau du cœur de sa mère, chacune un moment perdu à jamais. 18 mars 2020. Jacques, la douleur est pire aujourd'hui. Le docteur Durand dit que le temps presse, mais je ne peux toujours pas m'arrêter. Les roses ont enfin révélé leur secret. La preuve est là, codée dans leur ADN impossible. Émilie m'a trouvé en train de pleurer dans le jardin hier. Cette fille, elle a ton intuition. Elle s'est assise à côté de moi, m'a pris la main et a dit « Ne pleure pas, grand-mère. Oncle Jacques nous trouvera un jour. Comment peut-elle être si sûre de ce dont j'ai moi-même douté si longtemps ?» Jacques remarqua à peine les larmes qui tachaient maintenant sa propre chemise. Au fond de la boîte se trouvait une lettre qui se démarquait, non pas par les tampons de retour, mais parce qu'elle était encore scellée. 10 juillet 2020. Mon fils bien-aimé, ce sera ma dernière tentative. Mes mains peuvent à peine tenir le stylo, et les mots dansent devant mes yeux. Monsieur Lefebvre, toujours aimable, a promis d'essayer une dernière fois de trouver ton adresse, mais nous savons tous les deux que c'est sans espoir. Ou peut-être que c'est mieux ainsi. Les enfants sont en sécurité, la recherche est terminée, et la preuve dont tu avais besoin est enfin rassemblée. Tout est prêt pour quand tu les trouveras. Parce que tu les trouveras. J'en suis certaine. Pardonne à ta vieille mère de ne pas avoir été plus forte il y a 20 ans, de ne pas être restée, et de ne pas m'être battue à tes côtés. Je pensais te protéger, mais je vois maintenant que cela nous a peut-être causé plus de douleur. Monsieur Lefebvre a de nouveau suggéré que j'essaie des moyens de communication plus modernes. J'ai souri et les remercié, comme toujours. Il ne comprend pas que certaines vérités ont besoin du poids du papier, de la permanence de l'encre, du temps qu'il faut pour écrire chaque mot avec soin et amour. Les roses bleues fleurissent dans le jardin, leurs pétales impossibles détenant les secrets qui nous ont coûté notre séparation. Émilie les regarde avec la même curiosité que tu avais enfant. Liam pose 1000 questions, tout comme toi. Et Zoé, elle a ton regard, celui qui a toujours vu au-delà des apparences. Je n'ai plus de temps, mon fils, mais je te laisse 3 cadeaux. Ces merveilleux enfants qui me rappellent tellement toi, la preuve que tu cherchais, et tout l'amour qu'une mère peut contenir dans son cœur. Après 20 ans de séparation, j'espère qu'un jour, tu comprendras que parfois, l'amour signifie attendre le bon moment, même si ce moment arrive trop tard pour certains d'entre nous. Avec tout mon amour, maintenant et pour toujours, maman. Le soleil s'était couché quand Sophie revint avec les enfants. Elle trouva Jacques toujours dans le grenier, entouré de lettres ouvertes, la dernière toujours entre ses mains. « Oncle Jacques, la douce voix d'Émilie, on peut rester ici avec toi un petit moment ?» Il ouvrit simplement les bras et les 3 enfants se blottirent autour de lui. Le papier bruissait doucement dans la brise du soir qui s'infiltrait à travers les combles, comme si sa mère était toujours là, tendant la main une dernière fois à travers les années. « Tu sais, » murmura Zoé d'une voix endormie. Grand-mère Suzanne disait toujours que certains mots n'ont de sens que lorsqu'ils sont écrits avec amour. Jacques serra les enfants plus fort, sentant dans leur petit corps le dernier et le plus précieux cadeau de sa mère. Quelque part, entre les roses bleues et les lettres retournées, Suzanne avait trouvé un moyen de construire un pont à travers 20 ans de silence. Le laboratoire du sous-sol était un témoignage de la nature méticuleuse de Suzanne. Des étagères bordaient les murs, chaque dossier soigneusement étiqueté, chaque tiroir marqué de son écriture précise. Sophie tapait rapidement sur son ordinateur portable, connecté à l'ordinateur principal de Suzanne, tandis que Jacques parcourait un dossier intitulé « Origine ». « Trouvé » marmonna Sophie, ses doigts s'arrêtant. « Claire Tessier, 28 ans. Accident de voiture sur l'autoroute A6, il y a 3 ans. » Jacques s'approcha de l'écran, examinant la photo d'une jeune femme aux boucles dorées, tout comme celle de Zoé. Le rapport de police était bref. Chaussée mouillée, virage serré. Une tragédie simple et dévastatrice. Ici, continua Sophie, ouvrant un autre fichier. Suzanne était à l'hôpital cette nuit-là pour des tests préliminaires. Elle a vu Claire arriver. Les notes manuscrites de Suzanne apparurent à l'écran, son écriture plus tremblante que d'habitude. Claire m'a tenu la main dans ses derniers instants. Tout était pour ses enfants, Émilie, Liam et Zoé. « Promettez-moi de prendre soin d'eux », a-t-elle supplié. Comment refuser une mère mourante ?
Comment ne pas voir dans ce moment une chance de rédemption? Jacques s'enfonça dans la chaise du laboratoire. Alors c'est comme ça. Il y a plus, dit doucement Sophie. Suzanne a enquêté sur tout ce qui concernait Claire. Elle était aussi une scientifique, travaillant en génétique moléculaire. Pas de famille proche, juste ses enfants. Dans un tiroir voisin, ils trouvèrent un album. Suzanne avait documenté chaque étape des premiers jours des enfants avec elle. Émilie, à peine 2 ans, essayant de consoler ses jeunes frères et sœurs. Liam, encore un bébé, s'accrochant à son ours en peluche. Zoé, minuscule et solennelle, observant tout. « Regarde ces notes », dit Sophie en montrant des entrées dans un journal scientifique. Suzanne faisait des recherches sur un remède contre le cancer en utilisant le génie génétique. Les roses bleues faisaient partie de ses expériences de modification de l'ADN. Mais elle a arrêté, conclut Jacques, la compréhension se faisant jour. Elle a renoncé au traitement pour s'occuper des enfants. Une enveloppe glissa d'entre les pages du journal, une lettre adressée à Claire. « Chère Claire, nous ne nous sommes jamais vraiment rencontrés, seulement ces quelques minutes précieuses où vous avez confié vos trésors les plus précieux à une étrangère. Je veux que vous sachiez que vos enfants sont aimés. Émilie a votre esprit doux, Liam, votre curiosité sans fin, et Zoé, elle est votre portrait craché. Je ne peux pas vous remplacer, et je ne le souhaite pas. Mais je promets de les aimer à chaque instant qu'il me reste. Et quand mon temps sera écoulé, mon fils Jacques continuera cet amour. Avec une gratitude éternelle, Suzanne. » D'en haut, ils entendirent les enfants rire avec Dupont, Émilie apprenant aux autres une chanson, leur douce voix flottant à travers le plancher. Jacques appela doucement Sophie, tenant un autre dossier. Suzanne avait déjà commencé le processus d'adoption. Tous les documents sont ici. Évaluation psychologique, dossier financier, même des lettres de recommandation des voisins. Elle savait qu'elle n'aurait pas le temps de finir, murmura Jacques. Alors elle a tout préparé pour toi, ajouta Sophie, lui montrant le dossier. Elle t'a désigné comme tuteur désigné. Il ne manque que ta signature pour que ça avance. Jacques ramassa une photo volante sur le bureau. Suzanne dans le jardin avec les enfants, tout le monde souriant à l'appareil photo. Même visiblement malade, ses yeux brillaient d'une joie authentique. Elle a utilisé ces derniers mois, dit-il, la voix tremblante, non pas pour se sauver elle-même, mais pour sauver ses enfants, leur donnant l'amour qu'elle n'a pas pu me donner pendant 20 ans. Sophie posa une main douce sur son épaule. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comme en réponse, de petits pas descendirent les escaliers du sous-sol. Émilie apparut la première, suivie de Liam et Zoé. « Oncle Jacques » demanda Émilie avec hésitation, « on veut te montrer quelque chose ?» Les enfants les conduisirent au jardin, où le soleil de l'après-midi baignait tout de lumière dorée. Émilie s'arrêta devant les buissons de roses bleues, maintenant en pleine floraison. Grand-mère Suzanne a dit que quand les roses ressemblent à ça, expliqua-t-elle en touchant délicatement un pétale, ça voulait dire qu'il était temps pour nous d'être une vraie famille. Liam prit la main de Jacques. « Tu veux bien être notre papa maintenant, comme grand-mère Suzanne l'a promis ?» Zoé, ajouta-t-elle, ses yeux si semblables à ceux de Claire fixés sur lui. Jacques s'agenouilla sur l'herbe, au niveau des enfants. Sophie s'avança à côté de lui, sa présence un ancrage silencieux. « Elle a tout prévu, n'est-ce pas ?» réussit-il à articuler dans un sourire larmoyant. Elle savait exactement ce qu'elle faisait en vous trouvant. « Alors on peut rester ?» demanda Émilie, sa petite voix débordant d'espoir. Jacques ouvrit les bras et les 3 enfants se précipitèrent vers lui. Sophie se joignit à l'étreinte collective, complétant le cercle familial sans effort. « Pour toujours », promit Jacques, sentant le poids de 20 ans d'absence céder la place à un avenir plein de possibilités. Exactement comme le voulait grand-mère Suzanne. Dans le jardin, les roses bleues se balançaient doucement dans la brise, leurs pétales impossibles détenant les derniers secrets de Suzanne. Mais son plus grand héritage n'était pas dans des fleurs génétiquement modifiées ou des découvertes scientifiques. Il était là, dans cette étreinte sous le soleil de l'après-midi, où 4 cœurs solitaires trouvaient enfin leur foyer. Sophie nota mentalement les prochaines étapes juridiques, mais ses yeux brillaient de larmes.
Je pense que ta mère savait exactement ce qu'elle faisait, murmura-t-elle. Parfois, le plus grand acte d'amour est de savoir quand passer le flambeau. Grand-mère Suzanne disait que certaines familles sont faites de sang, commenta Zoé d'une voix somnolente, nichée dans les bras de Jacques, et d'autres sont faites d'amour. Jacques regarda les enfants dans ses bras, Sophie à ses côtés, et le jardin que sa mère avait entretenu si soigneusement. Suzanne avait utilisé ces derniers mois non pas à la recherche d'un remède pour elle-même, mais pour construire un remède pour les cœurs brisés, ceux des enfants, et le sien. « Je pense qu'il est temps de rentrer à la maison, » dit-il enfin. « Notre maison. » Les enfants rayonnèrent, leur sourire illuminant leurs yeux, tout comme ceux de Suzanne. À l'horizon, le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de rose et de bleu, les couleurs d'une nouvelle aube pour une famille née du dernier et plus grand acte d'amour de Suzanne Dubois. Le printemps était de nouveau arrivé à Vallée Tranquille, apportant avec lui le doux parfum des roses en fleurs. Sophie organisait les derniers documents sur la table de la cuisine, certificats, affidavits, évaluation psychologique. Le processus d'adoption arrivait enfin à son terme. « Signature finale ?» demanda Jacques en versant du café dans 2 tasses, tout en regardant les enfants jouer dans le jardin par la fenêtre. « La dernière audience est la semaine prochaine », confirma Sophie en ajustant ses lunettes. La juge Martin a examiné tout le dossier. Elle a dit n'avoir jamais vu un dossier aussi bien préparé. Tout le travail de maman, sourit Jacques, se rappelant comment Suzanne avait planifié chaque détail, même en sachant qu'elle ne serait pas là pour voir le résultat. Des rires d'enfants retentirent alors qu'Émilie faisait irruption, les joues rouges d'excitation. « Oncle Jacques, on a trouvé une autre lettre de grand-mère Suzanne. » Elle tenait une enveloppe vieillie, découverte dans une boîte à outils de jardinage dans l'arrière-cour. L'écriture de Suzanne, bien que tremblante, était sans équivoque. « À trouver quand les roses bleues refleuriront », lisait-on sur l'inscription. Jacques s'assit à la table de la cuisine, Émilie grimpant sur ses genoux. Liam et Zoé, qui avaient suivi leur sœur, prirent place à proximité, les yeux rivés sur l'enveloppe. « Ma chère famille, si vous lisez ceci, cela signifie que l'amour a trouvé son chemin. Les roses bleues fleurissent à nouveau, et avec elles, une nouvelle chance de vie s'épanouit. Jacques, mon fils bien-aimé, tu es enfin à la maison. Pardonne à ta vieille mère pour tous les choix difficiles, pour toutes les années de silence. Chaque décision a été prise avec amour, même si cela ne semble pas toujours être le cas. Émilie, ma petite gardienne, continue de protéger tes frères et sœurs avec ce grand cœur que tu as. Tu as la force de ton père et la gentillesse de ta mère, Claire. Utilise les deux pour rendre le monde meilleur. Liam, mon explorateur curieux, ne perd jamais cette soif de connaissance. Tes questions sans fin me rappelaient tellement Jacques enfant, voulant toujours savoir pourquoi. Zoé, mon observatrice silencieuse, tu vois plus que les gens ne le réalisent. Chéris ce don, mais n'aie pas peur de partager ce que ton cœur sait. Sophie, bien que nous ne nous soyons jamais rencontrés, je sais que tu es exactement ce dont cette famille avait besoin. Prends soin d'eux pour moi. Le jardin est à vous maintenant. Les roses bleues garderont toujours nos secrets, mais il est temps de créer de nouveaux souvenirs, de nouvelles histoires. Avec tout mon amour éternel, Suzanne, maman, grand-mère. Jacques se leva lentement, tenant toujours la lettre. Je pense que j'ai quelque chose à dire aussi. Dehors, sous le ciel clair du matin, la famille se rassembla parmi les rosiers. Jacques sortit un papier soigneusement plié de sa poche. « Chère maman, 20 ans, c'est long pour porter des regrets. Aujourd'hui, je comprends que parfois, l'amour signifie attendre le bon moment, même si ce moment arrive de manière inattendue. Tu m'as appris l'amour 2 fois. Une fois dans mon enfance avec les crêpes du dimanche et les histoires du soir, et maintenant à travers ces 3 merveilleux enfants que tu as préparés pour être ma seconde chance. Les roses bleues ont finalement révélé leurs secrets, mais ton plus grand héritage n'est pas dans les avancées scientifiques. Il est dans les sourires de ces enfants, dans l'amour que tu as planté dans leur cœur, dans la famille que tu as soigneusement cultivée pour moi. Je promets d'honorer ton dernier souhait. Ces enfants seront aimés, protégés et guidés, tout comme tu l'as fait pour moi. Et cette fois, je ne laisserai pas le temps me filer entre les doigts.
avec un amour éternel. Ton fils, Jacques. Sophie le rejoignit discrètement, essuyant une larme. « Que diriez-vous de créer quelque chose de spécial ici, dans le jardin ?» Les heures suivantes furent consacrées à la création d'un mémorial pour Suzanne. Émilie choisit soigneusement les plus belles roses pour un petit parterre circulaire. Liam aida à peindre des rochers avec des messages d'amour, tandis que Zoé arrangeait des coquillages et des cristaux en motifs délicats. « Grand-mère Suzanne aimerait ça », déclara Émilie, satisfaite du résultat. Emménager dans la maison se fit naturellement au cours des semaines suivantes. Chaque pièce contenait des souvenirs qui fusionnaient progressivement avec de nouvelles histoires. La chambre des enfants était lumineuse et remplie de nouveaux jouets, mais le vieil ours en peluche de Liam gardait toujours une place d'honneur sur l'étagère. Sophie transforma l'ancien bureau en son espace de travail, mais garda les photographies de Suzanne sur les murs. « Pour qu'on se souvienne comment on est arrivés ici », expliqua-t-elle. 1 an plus tard, le soleil s'était à peine levé lorsque la famille arriva au Pont-Neuf. Émilie, maintenant âgée de 6 ans, portait fièrement un gâteau fait maison, garni de roses en sucre, bleu bien sûr. « Ici », décida-t-elle en montrant l'endroit exact où Jacques les avait trouvés pour la première fois. « C'est l'endroit parfait. » Liam aida à étaler une couverture de pique-nique, tandis que Zoé disposait soigneusement 6 assiettes, une de plus en mémoire de Suzanne. « Joyeux anniversaire, Émilie », sourit Jacques en allumant les bougies. « Et joyeux anniversaire de famille, à nous tous. » Sophie distribua des parts de gâteau, les alliances à son doigt, échangées lors d'une cérémonie intime dans la roseraie 3 mois plus tôt, brillant sous la douce lumière du matin. « Regardez », dit Zoé en montrant l'horizon où le soleil se levait en rose et or. « C'est comme le jour où oncle Jacques nous a trouvés. »« Non », corrigea doucement Émilie, la sagesse de quelqu'un de bien au-delà de son âge brillant dans ses yeux. « C'est mieux, parce que maintenant nous sommes une vraie famille, exactement comme grand-mère Suzanne l'avait prévu. » Jacques serra sa famille dans ses bras, sentant le poids de l'insigne numéro 4-1873 sur sa poitrine, celui-là même qui l'avait conduit à ses 3 enfants perdus. Dans le jardin de Vallée Tranquille, les roses bleues fleurissaient toujours, détenant les secrets de Suzanne dans leurs pétales impossibles. Mais le vrai miracle n'était pas dans les fleurs génétiquement modifiées ou les découvertes scientifiques. Il était là, sous le Pont-Neuf, où 5 cœurs avaient trouvé le chemin de la maison, unis par l'amour persistant d'une femme qui n'avait jamais cessé de croire aux secondes chances. « Certaines familles sont faites de sang », cita Sophie la phrase préférée de Suzanne, « et d'autres sont faites d'amour. Et parfois, ajouta Jacques en regardant le soleil monter plus haut, peignant des promesses d'un nouveau jour, elles sont faites des 2. » Émilie souffla les bougies, ses yeux brillant de la même détermination dont Jacques avait hérité de Suzanne. Quelque part, entre le ciel et les roses bleues, une mère souriait, sachant que son dernier acte d'amour s'était épanoui exactement comme prévu. L'amour, après tout, trouve toujours un chemin, même s'il faut 20 ans, 3 enfants perdus et un jardin de roses impossible pour guider quelqu'un sur le chemin du retour.